Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un grand spécialiste de l'histoire italienne, Gilles Pécou, et nous sommes dans son bureau à l'École normale supérieure, donc un haut lieu de la culture française et internationale. Quelle est la place de l'Italie à l'École normale supérieure ? La place de l'Italie à l'École normale supérieure est d'abord une place ancienne. Depuis longtemps, à l'École normale supérieure, on étudie l'Italie et même l'italien. Dès après la Première Guerre mondiale, il y avait un poste de professeur d'italien. C'était un grand italianiste, normalien lui-même, Ovette, qui l'a occupé. Donc, une tradition, on s'intéresse à l'Italie comme une sorte de territoire savant, érudit, privilégié. Mais les meilleures traditions doivent avoir des lendemains et l'Italie est toujours très présente à l'école normale. Elle est présente à travers des enseignements. On fait de l'histoire de l'Italie. Alors évidemment, on peut toujours dire qu'on fait toujours de l'histoire de l'Italie dès lors qu'on s'intéresse à l'Antiquité. Et il y a à l'école normale un important département d'histoire de l'Antiquité romaine. On fait de l'histoire de l'Italie parce que nos historiens du Moyen-Âge sont souvent des spécialistes de l'Italie, et l'on enseigne également l'histoire de l'Italie moderne et contemporaine. J'ai cette chance de pouvoir en faire des séminaires d'histoire de l'Italie, ici à l'école normale, et également à l'école pratique des hautes études, où se trouve la seule chaire d'histoire de l'Europe méditerranéenne et italienne au XIXe siècle que j'ai l'honneur d'occuper. Donc, à l'école normale, on fait de l'histoire de l'Italie depuis longtemps et l'on fait de la littérature italienne également. Cependant, ce n'est pas simplement cela. Le fait, c'est que, au-delà, les anciens élèves, historiens et littéraires sortis de l'école normale, développent ou déploient des travaux sur l'Italie. Il y a une école, pas forcément de seuls littéraires, mais également d'historiens de l'Italie et du monde italien, qui est issue de notre école et depuis longtemps. En outre, l'école normale accueille beaucoup, et ça c'est une chose importante, accueille beaucoup d'étudiants italiens et de professeurs italiens. Il y a une tradition d'échange avec un certain nombre d'universités, à commencer par notre école sœur, la Scuola Normale Superiore di Pisa, avec laquelle l'école, la nôtre, l'école normale de la rue d'Ulm, a des liens étroits, comme du reste les autres écoles normales supérieures françaises, celle de Lyon, où l'on a également, il faut le souligner, une très belle tradition d'études littéraires, plus qu'historiennes, sur l'Italie ou les autres écoles normales. Vous me parlez depuis longtemps de votre intérêt pour l'Italie, non seulement pour la culture italienne, non seulement pour l'histoire italienne, mais aussi comment dirais-je, pour l'art de vivre à l'italienne. Et en particulier, vous m'avez raconté vos séjours à Rome, des séjours assez longs oui. Au fil des années. Oui, voilà. oui. Comment est né cet intérêt aussi spécifique pour l'Italie ? Alors, d'abord, si vous permettez, les séjours à Rome, les séjours en Italie, oui, vous avez raison, et ça me fait plaisir, vous avez raison de le rappeler. Bien sûr qu'ils ont été longs, ces séjours, à commencer par le fait que nous avons habité 3 ans à Rome, lorsque j'étais membre de l'École française de Rome, qui est aussi une grande institution de développement des études sur l'Italie antique, médiévale et moderne et contemporaine, comme on le sait. Par ailleurs, j'ai beaucoup séjourné en Toscane, pour avoir commencé mes recherches comme historien de la Toscane du XIXe siècle, et notamment, et là je réponds déjà à la fin de votre question, et notamment pour m'être intéressé très précisément à l'histoire de la politique et l'histoire de la diffusion de la politique dans les masses rurales, et il me semblait, grâce à des lectures que j'avais faites, que la Toscane était un parfait observatoire au XIXe siècle, pour montrer comment
des gens dans les campagnes, des gens modestes, des populations rurales apprennent la politique à travers notamment le socialisme, puisque comme vous le savez, la Toscane est un grand pays de campagne rouge, comme on le dit, dès la fin du XIXe siècle. Donc, mon intérêt pour l'Italie et pour la vie en Italie, puisque votre question est double, somme toute, Mais oui. Et c'est tout son intérêt, sa complexité. D'abord, est-il facile d'étudier comme historien ou de constituer un objet scientifique et savant un univers que l'on n'aime pas? Je ne le crois pas. Je ne dis pas qu'un historien doive être guidé seulement par l'empathie, par les sentiments, mais il est difficile, malgré le souci d'objectivité, le détachement nécessaire, il est bien difficile de considérer qu'on n'aime pas le pays sur lequel on travaille. Même si on travaille sur l'Italie du XIXe siècle, il serait quand même paradoxal de dire que l'on n'aime pas l'Italie du XXe ou du XXIe siècle. Donc oui, pour répondre à votre question, j'ai, comme tout le monde, d'une certaine façon, ou comme beaucoup, une fascination réelle pour la péninsule, ses habitants. Je voudrais simplement dire que cette fascination n'est pas née de contacts directs ou de contacts familiaux. Je suis né et j'ai passé mon enfance et ma jeunesse jusqu'à arriver comme étudiant dans cette même école dans le midi de la France. Je suis né à Marseille et j'ai passé ma jeunesse donc dans les Bouches-du-Rhône, dans le département du Var. Là, il est courant de côtoyer des fils d'Italiens. Dans une classe d'une école communale du Midi de la France, Marcel Pagnol le relevait déjà il y a bien longtemps, il y a fort à parier que l'on trouve de très nombreux patronymes italiens. Alors ça, c'est un contact indirect. Que sont ces gens? Que sont leurs parents? Pourquoi sont-ils venus? En ce qui me concerne, non. Je n'en tire ni fierté ni honte, mais je n'ai aucune ascendance, je n'ai pas de famille italienne, ou plutôt une tante par alliance, à laquelle je suis très attaché, qui vient du Piémont. Et c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai franchi la première fois la frontière italienne, à Vintimille, lorsque j'étais en classe de 4e. Mais ensuite, je ne suis plus jamais allé en Italie. Il a fallu que je vienne, que j'arrive à l'école normale, et que j'ai envie de travailler sur l'Italie pour que le directeur d'alors, grand géographe et grand connaisseur de l'Italie, très grand connaisseur de l'Italie, très connu en Italie également, Marcel Roncaiolo, me dise, eh bien écoutez, nous allons vous envoyer très vite à l'école normale de Pise. Simplement, avant d'aller à l'école normale de Pise, il fallait quand même que je me sois fait une idée de l'Italie. Et cette idée de l'Italie, ce ne sont pas simplement les quelques franchissements de la frontière à Vintimille lorsque j'étais enfant qui me l'ont donné, même si, après tout, sans doute, cela y a contribué. L'idée que je me suis faite de l'Italie, et la passion que j'ai nourrie pour l'Italie, naît de la découverte de sa littérature, même si je ne suis pas linguiste, si je ne suis pas italianiste, si je ne parle pas l'italien comme un spécialiste de littérature ou de langue italienne, j'ai lu très tôt l'italien. La littérature du 19e et du 20e siècle italien qui m'a réellement très vite fasciné, aussi bien des auteurs mineurs, toscans, je me les rappelle, comme Renato Fucini, que mes amis italiens, dont mes amis italiens me disent que, somme toute, il n'est plus beaucoup lu, que de plus grands auteurs comme Elio Vittorini, dont les conversations en Sicile m'ont vraiment durablement marqué, ou que sais-je, ou Levi, Lampedusa, etc. Donc, premier contact, un contact littéraire, bien que de non spécialiste. Et puis comme j'étais historien, intéressé par l'histoire, il me semblait que l'Italie constituait un vrai terrain, un observatoire extrêmement important pour étudier quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est-à-dire le 19e siècle. J'ai vraiment une passion
réelle, presque militante pour le XIXe siècle. Et là, on va y arriver tout de suite, mais permettez-moi d'abord une petite précision. Oui. C'est-à-dire que vous venez de dire qu'il est difficile de se pencher sur un sujet si on ne l'aime pas d'une certaine manière. Oui. Hein. Et cela est assurément vrai dans votre cas, en considérant que vous n'avez pas d'origine italienne. Il y a dans le panorama de la culture française d'autres cas qui sont un peu différents. Oui. Je pense à des cas importants, comme celui de Pierre Milza, qui a été l'un de mes professeurs. De Cavanna, qui vient de disparaître, qui n'a jamais été professeur, et pourtant il est tellement connu. Et pourtant il fut un maître. Et absolument, absolument. Alors, dans leur cas, l'intérêt pour l'Italie est basé sur l'amour, mais aussi sur une certaine dose d'autocritique. Certainement, oui. Donc c'est une sorte d'amour-haine. Oui. Le vôtre cas est celui de quelqu'un qui a choisi l'Italie. Oui, vous avez raison d'insister sur cette question. Et voilà pourquoi, à mon sens. D'abord, en parlant de ce sentiment d'autocritique nécessaire pour des gens qui sont issus du pays qu'ils veulent étudier. Et là, dans ce cas, je dirais, il n'y a pas de solution de continuité. Ils sont comme de vrais Italiens qui, je ne parle pas, je fais une généralité, mais enfin, qui ne peuvent pas parler de leur pays ou étudier leur pays sans malgré tout un peu de sentiment de nécessaire détachement, qui devient parfois un penchant pour l'autocritique, quand il n'est pas la tendance à l'autoflagellation. Donc ça, oui, je n'en fais pas partie. Ce qui n'exclut pas l'amour. Non, au contraire. Ce qui en réalité, tout cela est lié au fait que un certain nombre d'entre eux disent « Seuls nous avons le pouvoir de critiquer parce que nous en sommes et que nous aimons ». Mais cela, c'est une vaste généralité. Revenons à la question de la mise en perspective d'un objet et d'un territoire d'étude vu de l'étranger. Là, il me semble, pour dire des choses là aussi un peu pédestres, qu'il y a plusieurs façons de pénétrer un territoire étranger. Il y a cette façon qui consiste à vouloir absolument pénétrer la terre d'autrui, ou comme homme de science, homme ou femme de science, en voulant, non pas l'accaparer, mais en voulant presque être, dans le cas de l'Italie, plus italien que les Italiens, ou avec cette idée de rajouter, vous voyez ce phénomène qui consiste à dire que l'on épouse complètement une culture et on se détache aussi de la sienne parfois. Ce n'est pas ma perspective. J'aime l'Italie, je vous l'ai dit, je m'y sens aussi bien qu'en France, mais je m'y sens bien parce que d'abord je me sens très bien en France et que académiquement, universitairement et même personnellement, je n'ai pas besoin, comment vous dire, je n'ai pas besoin d'une autre terre de déploiement. Je vois l'Italie et la France, dans mon cas, et comme d'autres pays, comme complémentaires, comme liés, et le fait d'être historien de l'Italie ne me donne pas l'envie de pratiquer une exclusive italianiste militante en France. Je ne pense pas en avoir besoin, et c'est aussi ainsi que j'arrive à avoir les meilleures relations avec mes collègues italiens qui attendent aussi de dialoguer avec quelqu'un qui peut leur apporter ce qu'il y a dans son propre pays, voyez-vous. Donc une optique différente de la leur. Une optique, malgré tout, différente de la leur. Bien sûr, bien sûr. Donc, on était arrivé à parler du 19e siècle, oui, qui représente votre secteur oui, principal d'activité. Alors, pourquoi le 19e ? Le 19e répond d'abord, comme je commençais à vous le dire, à un goût, un intérêt pour un intérêt à la fois
militant et scientifique. Les deux sont liés. Militant parce que c'est le siècle des grandes révolutions. La Révolution française commence à la fin du XVIIIe siècle, mais on peut dire qu'elle dure tout au long du XIXe siècle, et avec elle toutes les grandes révolutions d'Europe et du monde. Et je crois que notre monde, dans tout ce qu'il y a de difficile autour de la modernité politique, sociale et économique, est réellement né au XIXe siècle. Et donc, il me venait l'envie d'étudier cette époque d'abord pour cela. Le XIXe siècle, c'est le siècle des dictionnaires, c'est le siècle des connaissances raisonnées et critiques de la révolution industrielle. De la révolution industrielle, c'est le siècle, et donc cela m'intéressait également. Et le XIXe siècle est le siècle où se pose cet immense problème, quand on y réfléchit, qui est le problème de la conciliation entre la nation et l'international, le problème du rapport entre la révolution politique et la révolution sociale, pour ne pas parler de la révolution économique que vous venez d'évoquer. Et là, pour le coup, il me semblait, et j'en ai de plus en plus la conviction, pour avoir écrit là-dessus et pour avoir étudié donc cette question, que l'Italie était, que la péninsule était l'un des meilleurs observatoires, l'un des meilleurs terrains d'observation. L'Italie, je le dis souvent maintenant à mes étudiants, c'est l'autre pays de la révolution, quoi qu'on en dise. L'Italie n'a pas connu de grandes révolutions brutales, brutales et radicales, comme le fut la grande révolution française. Mais l'Italie a connu une immense, longue révolution culturelle, l'une des plus importantes qui soit. Le passage de ces États préunitaires, de ces cultures préunitaires à une culture, un État national, même si on ne cesse de dire que cette unité était inachevée, même si les contemporains voulaient considérer que cette unité était encore perfectible ou au contraire la contester, il n'empêche que vous avez en Italie, vous observez avec l'Italie une péninsule qui a été réellement un pays, un ensemble des populations qui ont vu leur monde changer d'horizon, bouleverser, pays dans lequel le libéralisme national n'est pas incompatible avec les grands combats internationaux, internationalistes. Faire le Risorgimento au XIXe siècle, en Italie, c'est aussi être solidaire de grandes causes internationales qui se jouent en Méditerranée. Donc tout cela m'intéressait. Il m'intéressait de voir comment, au XIXe siècle, se jouait, pour dire très simplement, la grande tragédie ou le grand drame du rapport entre la nation et l'international, comment se jouait l'éveil des masses à la politique. Je ne dis pas que le XIXe siècle ait permis d'observer le plein achèvement de ces processus, mais je dis que c'est au XIXe siècle, et en Italie notamment, que l'on peut réellement voir ce qu'en furent les difficultés, mais aussi les fruits. C'est vrai que le XIXe siècle est le moment où l'Italie atteint son unité politique après avoir été une nation culturelle, on pourrait dire, depuis le XIIe, XIIIe siècle. À travers la langue et à travers réellement une culture commune allant de la Sicile jusqu'aux Alpes. Mais quelles sont les recherches, les livres que vous avez écrits qui vous ont marqué le plus? C'est une question difficile parce que la production de Gilles Pécaud est énorme. Non, justement. Il y a l'embarras du choix. Ce n'est pas cela. Bien sûr que ce n'est pas la réponse, malgré votre gentillesse. D'abord, je pourrais commencer par dire que les livres qui me marquent le plus actuellement sont ceux que je n'ai pas encore publiés et qui vont, je l'espère, l'être bientôt, autour de la personne de Cavour ou autour de l'Italie libérale, qui sont deux livres achevés ou en cours d'achèvement, qui seront bientôt publiés en France et en Italie. Mais
sans parler de livres qui m'aient marqué, des livres qui me tenaient, vraiment des projets que j'ai souhaité mener à bien et pour lesquels j'ai eu le concours d'éditeurs ou de collègues, un concours significatif. Voilà comment je vais répondre à votre question. Et là, il est un projet qui m'était vraiment cher, qui était la traduction et surtout le commentaire historique et la très longue introduction d'un classique italien de la fin du XIXe qui était toujours mal considéré, dont tout le monde aimait à sourire. Je veux parler du livre Cuore de Edmondo de Amicis. Le livre Cœur d'Edmondo de Amicis, c'est le classique de générations de petits Italiens qui ont appris en quelque sorte les bons sentiments, le catéchisme patriotique et unitaire en suivant les aventures d'une classe de petits élèves d'une école de Turin. Pourquoi vouloir traduire cela? Pourquoi vouloir le commenter? Pourquoi vouloir en faire un livre accessible aux Français? Eh bien, c'était un projet que j'avais depuis longtemps, qui n'est pas ce que l'on appelle un projet médiatique. Hein. Un livre qui avait été accusé par Umberto Eco d'hypocrisie petite bourgeoise. Enfin. Umberto Eco, justement, nous l'avons contacté, c'est un professeur qui est venu souvent à l'école normale, et il nous a cédé très aimablement et très généreusement ces textes que nous avons mis dans le livre. Vous faites bien de les rappeler. Umberto Eco est parti en croisade dans les années 60, 1960, contre ce livre qui était accusé, crédité d'acculturer tous les bons sentiments du libéralisme bourgeois. Or justement, moi je crois que ce livre est un livre important parce qu'en même temps, il montre très clairement tout l'espoir que cette génération d'Italiens 25 ans après l'unité, pouvait placer en son école. Et je crois que rien ne pouvait mieux parler aux Français également que cet ensemble de valeurs ou de mise en perspective historique. Donc j'ai traduit le livre Cœur pour montrer, que les Italiens, comme les Français à la même époque, et cela ne se dit pas toujours, avaient eu leur manuel d'apprentissage civique, de cohésion unitaire, nationale et patriotique, comme les Français ont eu le Tour de la France par 2 enfants, que l'on cite toujours. Premièrement. 2, j'ai voulu le traduire parce que son auteur, Edmondo de Amicis, est un personnage énigmatique, parce que voilà un turiféraire des valeurs du libéralisme risorgimental qui devient socialiste. Oui. C'est important, cela. Personnage intéressant. Un personnage extrêmement important. Ouais. Qui a écrit des livres très importants, le premier grand roman sur les migrations transocéaniques, sur l'océan, c'est lui qui l'a écrit. Bon, bref, donc, je me suis dit, ce type-là, cette personne-là, j'ose dire, n'est pas simplement l'homme qui écrit une sorte de manuel d'apprentissage des valeurs civiques et des bons sentiments. Et en partant de là, en faisant coexister les 2 idées, eh bien, il apparaissait très clairement que le livre Cœur avait une portée critique beaucoup plus grande que l'on n'avait pas voulu voir. Edmondo de Amicis, dans le livre Cœur, dit « Voilà comment l'école idéale doit être, voilà comment un grand pays né de l'unité, l'Italie, devrait avoir son école, mais malheureusement, dit de Amicis, l'école n'est pas ainsi. » Parce que le livre Cœur est plein de descriptions misérables des instituteurs, des maîtres et des maîtresses, et dont ce que veut dénoncer de Amicis également, c'est un État qui ne se donne pas les moyens à la hauteur des espérances qu'il place dans l'instruction et l'éducation. Donc, ce livre était devenu pour moi une sorte de bréviaire des espoirs du libéralisme risorgimental, mais aussi un livre beaucoup plus revendicatif qu'on ne l'a dit. Donc, c'est un petit projet, certes, mais c'est un projet que j'ai réussi à mener à bien ici, aux presses de l'école normale, grâce au concours de la direction des presses, des éditions de l'école normale, qui a ensuite fondé d'ailleurs une collection d'histoire italienne, d'études italiennes ici, et il se trouve que ce livre a été épuisé, et
sans dire que nous en avons fait le succès de librairie de n'importe lequel des livres que Michele Canonica écrit sur l'Italie, eh bien, il n'en reste pas moins vrai que les presses s'enorgueillissent à l'École normale d'en avoir tiré et diffusé et vendu 3000, ce qui pour un livre qui parle de l'école italienne au XIXe siècle, et qui est crédité d'acculturer tous les bons sentiments larmoyants d'une époque, n'est pas mal du tout. N'est pas négligeable, absolument pas. Voilà donc un projet qu'il me plaisait de réévoquer avec vous. Gilles Pécou est un spécialiste du passé, mais évidemment, il est très attentif au présent et très intéressé à l'avenir. Donc, d'abord, quel est votre sentiment, votre perception de l'Italie d'aujourd'hui? Et aussi, quelle est votre intuition concernant l'Italie de demain? Alors, vous cultivez les difficultés, d'abord parce que, en réalité, je n'aime pas l'exercice de la prédiction, et j'essaie de m'éloigner de celui de la généralisation, de la généralité, même si je n'y arrive pas toujours. Donc, pour répondre à votre question, il faut d'abord être un lecteur de la presse, et voir un petit peu comment cette Italie actuelle est présentée. Alors, ça aussi, je lis la presse, mais peut-être pas assez. Alors, je vais vous donner mon sentiment, qui sera bien peu original. Mon sentiment, c'est que la crise que vit l'Italie, depuis longtemps, ou les crises que vit l'Italie, et là je ne fais que répéter ce que de grands politistes, spécialistes de l'Italie, comme par exemple, pour citer un Français, Lazare, disent, cette crise n'est pas propre à l'Italie. Je veux dire, le malaise démocratique, c'est une chose que l'on rencontre dans bien d'autres sociétés occidentales. Ce qui, en revanche, semble tout de même, propre à l'Italie, ou en tout cas plus préoccupant en Italie, c'est cette idée d'une attente de sortie de transition, d'une sortie de transition qui n'en finit pas. Et là, on a toujours l'impression que cela peut produire de très mauvais effets, parce que cela peut légitimer n'importe quel recours, n'importe quel raisonnement antipolitique qui dit pour en finir, il faut en finir avec la politique, voire avec les vieilles générations, voire avec la façon dont on faisait la politique. Je pense qu'on ne sort pas d'une crise comme cela. Voilà. Alors, ça, c'est un sentiment très, très général, justement, c'est une idée très, très générale. Que je crois, c'est que malgré le mauvais usage qui est fait du terme de réforme, vous savez bien qu'en France, comme en Italie d'ailleurs, dès qu'on veut présenter quelque chose qui est en réalité un retour en arrière social, on l'appelle réforme. Mais malgré cela, l'Italie a besoin de réformes institutionnelles certaines et de réformes de sa vie électorale. De ce point de vue, je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'on va y parvenir. Voilà. Et l'Europe, dans 5 ans, d'après vous, elle sera plus forte ou plus faible qu'aujourd'hui? Ça, c'est une question que j'ai posée à différentes personnes. Elle ne peut pas être plus faible qu'aujourd'hui, déjà, pour commencer. Donc, j'accepte l'augure qu'elle soit plus puissante, mais je me demande ce que signifie la puissance continentale de l'Europe. Est-ce qu'il s'agit d'une faiblesse réelle ou... Il s'agit d'une faiblesse liée au fait que l'Europe, dans son fonctionnement, mais surtout dans son image, mais dans son fonctionnement économique également, et dans son image,
fonctionne en réalité, ou apparaît en réalité comme un ensemble de déséquilibres, un ensemble de rapports de force, et comme donc une pluralité d'Europe dans l'Europe. Je veux dire tout simplement que si l'on veut éviter une chose très, très mauvaise, qui est la germanophobie, il va de soi qu'on doit tous dénoncer la germanophobie. Tout ce qui est phobe est mauvais. Il faut quand même qu'on commence par songer que l'Europe se pense en dehors du monde germanique, de Berlin ou même de Paris. Voilà. Donc cela, ma première réponse, c'est que la faiblesse de l'Europe est due au fait que certains en Europe pensent qu'ils sont assez forts pour ignorer le reste de l'Europe. Voilà, pour dire les choses vraiment. Et ça, c'est très, un danger, c'est un danger mortel. C'est un danger réellement mortel, comme vous dites, et nous le voyons depuis quelque temps. C'est aussi une ignorance de ce qu'est l'histoire, de ce qu'est l'origine de cet européisme dans lequel par exemple, les pays d'Europe méditerranéenne ont joué un rôle extrêmement important, commencé par l'Italie. Vous savez, en parlant d'Europe, ces dernières semaines devaient être approuvées au Parlement européen un projet de loi ou un décret, en tout cas un texte réglementaire, sur la naissance d'une maison de l'histoire de l'Europe. À Bruxelles, une de ces nombreuses institutions, à la fois muséographiques, didactiques, sur l'Europe. Il se trouve que j'ai vu une partie du projet de cette maison d'histoire de l'Europe qui a été prônée par un parlementaire CDU allemand. Eh bien, l'Europe du Sud est complètement ignorée depuis le XIXe siècle. On ne retient que les dictatures méditerranéennes, ça oui. Mais le reste, eh bien, si on construit l'avenir de l'Europe en commençant par faire l'économie d'un vrai passé continental, on ne peut pas dire qu'on soit sur la bonne voie. Donc je me contenterai de répondre en historien à cette question de prédiction de l'avenir. Pour conclure, Gilles Pécou parle très bien l'italien, mais il m'a demandé de mener cet entretien en français parce qu'il est toujours, comme il est logique, plus à l'aise en français. On n'a vraiment qu'une langue. Pourtant, avant de terminer, je lui demande une phrase sur l'Italie en langue italienne. Ah, questa cosa non era prevista, quindi veramente una prova. Sull'Italia in italiano, cosa dire? Vorrei solo ribadire la mia passione, il mio grandissimo interesse per la storia di un paese, di un popolo anche si può dire, che ha mostrato come si potesse creare una nazione, un'identità nazionale vera, anche se sempre contestata, senza fare l'economia della dimensione internazionale nell'Europa dell'Ottocento. Quindi un modo di ripetere quello che ho già detto in francese, mi scuserete. Grazie per questa Grazie frase a lei. Improvvisata, grazie a Davvero. Gilles Pécou, grazie a Gilles Pécou per questa bella conversazione. Grazie a voi.